Deuxième exemple concernant l'appropriation intellectuelle, cette fois-ci littéraire. Ésope. Alors certains d'entre nous ont eu la chance d'entendre parler d'Ésope, mais on l'a toujours imaginé européen, grec, alors qu'Ésope était africain, également issu du fabuleux royaume de Kémet. Quelles que soient les fables d'Ésope que l'on prenne et que l'on compare aux fables de Jean de La Fontaine, elles sont similaires. C'est-à-dire que la trame de l'histoire est identique, la plupart du temps les personnages sont identiques et surtout la conclusion, qu'on appelle morale, est la même à chaque fois. Sauf que Ésope a vécu des centaines d'années avant Jean de La Fontaine. Donc clairement, s'il y en a un qui ressemble à l'autre, le seul qui ait pu s'inspirer de l'autre, c'est celui qui est venu après. Alors Jean de La Fontaine n'a jamais caché s'être inspiré, et c'est là qu'est tout le problème, c'est qu'à chaque fois on s'inspire, alors qu'en fait c'est du plagiat. On reprend la même chose, on met une poudre de perlimpinpin et on dit « Ouh, regardez, c'est nouveau !» Donc la poudre de perlimpinpin de Jean de La Fontaine, ça a été, par exemple, dans la fable du corbeau et du renard, de remplacer le morceau de viande qui était dans la fable originale par un morceau de fromage, parce que le fromage c'est français. Donc il a adapté quelques petits détails de l'histoire en disant « Ah ben regardez, voilà, c'est moi qui l'ai écrit ». Donc voilà, Jean de La Fontaine a passé son temps à modifier quelques petites choses. Donc au lieu de dire la sauterelle et la fourmi, puisque c'était une sauterelle, c'était un conte africain à la base, donc c'était une sauterelle, eh bien il a dit la cigale et la fourmi parce que la cigale est plus française. Et la fable d'Ésope, le lion et la souris, est devenue le lion et le rat, parce que le rat courait partout à Versailles, que c'est lui qu'on connaissait mieux que la souris. Donc voilà, Jean de La Fontaine a profité qu'à l'époque, il n'y avait pas de droit d'auteur, il n'y avait pas de procédure judiciaire contre plagiat, surtout Ésope était mort depuis des centaines d'années avant. Il faisait partie des rares dans ce royaume d'illettrés à savoir lire. Donc lui, malin qu'il était, Jean de La Fontaine, il a trouvé le recueil d'Ésope, il a repris énormément de fables, des centaines. C'est pas genre, il s'est inspiré de 3 fables et après il a écrit toutes les autres lui-même. Le gars a repris toutes les fables d'Ésope sans rien apporter de créatif. Il a juste modifié certains noms de personnages, il a juste modifié certains détails des histoires, parfois, parce que des fois c'est totalement identique, et puis il a surfé sur le succès et la gloire et la richesse pendant toute sa vie sur le dos d'un Africain, au prétexte de s'être inspiré. Et le pire n'était pas à cette époque-là, le fait qu'il vole le travail d'Ésope pour en faire l'œuvre de sa vie pour laquelle il est reconnu jusqu'à maintenant. Non, c'est pas ça le pire. Le pire, c'est qu'encore une fois, au moment de la colonisation et de l'effacement de l'intelligence africaine, on a totalement occulté que Ésope était africain. Là, c'est trop proche dans le temps, on se rappelle encore d'Ésope, on ne peut pas effacer Ésope. On va effacer l'origine d'Ésope et on va en faire un grec. L'histoire d'Ésope, c'est celle d'un érudit du royaume de Kémet, je le rappelle, situé en Afrique. Et cet érudit, toujours très assoiffé de connaissances, est parti en voyage en Asie, en Orient. Il s'est fait capturer, il a été réduit en esclavage, il est arrivé en Grèce en tant qu'esclave, mais son intelligence évidente lui ont permis de reconquérir sa liberté et même de réussir à vivre en tant que conteur. Et c'est lui qui a amené en Europe le concept de la fable, c'est-à-dire des histoires avec comme personnages principaux des animaux et une morale à la fin. Parce que ça n'existait à cette époque-là qu'en Afrique, les Européens ne connaissaient pas ça. C'était toujours des personnages humains. Donc Ésope est devenu extrêmement célèbre en Grèce et respecté grâce à ces histoires qui étaient totalement inédites et que tout le monde voulait écouter. Et beaucoup de Grecs étaient prêts à payer justement pour écouter ces histoires, ce qui a permis à Ésope d'en vivre. Par la suite, ces fables ont été mises à l'écrit et ces écrits ont survécu, toujours grâce à leur succès, jusqu'à l'époque de Jean de La Fontaine, qui s'est pas gêné pour piocher dedans. Ce qui est très drôle, c'est qu'Ésope est décrit par ses contemporains grecs comme ayant
la couleur du charbon, les cheveux enroulés comme la laine des moutons, avec un nez très large, mais certains réfutent, sont dans le déni comme d'habitude, sur le fait qu'Ésope était clairement africain. Donc par pitié, lorsque vos enfants reviennent à la maison avec une fable de Jean de La Fontaine à apprendre par cœur, à étudier, à lire, je vous en supplie, retrouvez la fable d'Ésope et renvoyez l'enfant à l'école avec l'apprentissage de l'original, en indiquant à l'enseignant que vous préférez que votre enfant connaisse la version originale plutôt que la reproduction, pour ne pas dire plagiat. Et des appropriations intellectuelles comme ça, il y en a, comme je vous ai dit, une liste qui est juste interminable à dérouler. Donc on va s'arrêter là. Juste une dernière chose, Galilée, Copernic, tout ça là, ce sont pas eux, d'accord? Les originaux, ce sont pas eux. Des siècles avant, du côté de l'empire du Mali, l'empire mandingue, il y avait déjà des manuscrits à Tombouctou qui décrivaient non seulement que les planètes étaient sphériques, mais en plus qui donnaient le nombre de planètes exactes, mais en plus qui expliquaient leur circonvolution sur elles-mêmes, mais en plus qui montraient leur circuit en ellipse autour du Soleil. Donc, l'affaire de dire que ce sont Galilée et Copernic qui ont découvert les premiers, que la Terre n'était pas plate et que les planètes tournaient autour d'un Soleil, ce ne sont pas les premiers. Les premiers, aussi loin que les preuves remontent, ce sont des astronomes africains.